Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Off Investigation. Aujourd'hui, on va parler des enquêtes sur l'évasion fiscale. On va voir si elles ont de réels impacts sur ces pratiques qui semblent bénéficier d'une grande impunité. On va expliquer pourquoi ces enquêtes sont aussi importantes et comment la lutte contre l'évasion fiscale pourrait littéralement changer nos vies. Quand on pense aux enquêtes journalistiques, l'évasion fiscale est un des premiers thèmes qui nous vient en tête, avec ses grandes affaires. Les Paradise Papers, les Panama Papers, les Pandora Papers, Clearstream, HSBC, l'affaire Cahuzac, les Balkany, Carlos Ghosn Lamal, etc., etc. On ne va pas être exhaustif, c'est impossible. On ne va pas pouvoir revenir sur chacune de ces enquêtes gigantesques, mais on va tenter de voir si elles ont eu des conséquences. Les révélations s'accumulent et paradoxalement, on a l'impression que ça ne freine pas la délinquance en col blanc. De plus, c'est quelque chose qui est très mal traité dans les médias. On n'est pas assez informé sur ce sujet. Ou pire, quand on en parle, c'est pour prendre la défense des fraudeurs et même taper sur ceux qui osent demander justice. Le déferlement de haine à l'égard de Patrick Balkany est invraisemblable. Les gens disent « yes, formidable ». Le goût du sang dans la bouche des Français me paraît incroyable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà abordé le sujet de la fraude fiscale sur ma vieille chaîne Vidéodrome. Je parlais plus généralement de la représentation des voleurs selon s'ils sont riches ou pauvres, et j'amorçais le virage critique média. On se remet un peu dans l'ambiance, comme ça vous allez voir d'où vient ce goût du sang. Jamais personne n'est allé en prison pour fraude fiscale. Là, il y a eu un mandat de dépôt qui ne se justifiait pas. Il n'est pas libéré. Donc, c'est une forme d'acharnement complètement délirant. Et si vous voulez, c'est l'inversion de la morale de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Quand vous êtes considéré comme puissant par une justice ultra idéologisée, alors votre compte est bon. Quand vous êtes considéré comme misérable, alors on vous trouve toutes les excuses. Voilà, quand ce sujet est abordé, les mecs ils sont en roue libre totale, quitte à dire des énormités pour défendre les plus riches. Mais quel courage, quel honneur, bravo! Les médias, qui appartiennent souvent à des personnes elles-mêmes accusées d'évasion fiscale, tendent les micros aux puissants pour qu'ils se défendent, mettent la justice en cause, sèment le doute et donc détournent l'attention du public. Tout ça crée un fort sentiment d'impuissance, on n'explique pas la réalité. La réalité, c'est que c'est notre argent qui est volé à très grande échelle et que c'est nous qui en payons le prix. Les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Le journaliste Fabrice Arfi se trouve ici dans une commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance financière qui a eu lieu ce printemps. Nous y reviendrons. En fait, ce qui est trop souvent traité avec légèreté est d'une immense gravité. Ce vol, on ne le voit pas. On n'en ressent pas directement la violence. On ne nous dit pas quelles en sont les conséquences. J'avais trouvé un clip assez marquant, réalisé par la Confédération Oxfam France en 2017. L'idée était de montrer comment l'évasion fiscale pillait l'argent destiné à nos services publics et que lutter contre pourrait sauver des millions de vies chaque année. Attention, c'est brutal, mais du coup c'est efficace. Je vais pas vous montrer la fin parce qu'elle est très violente, mais je vous invite à aller la voir. Et oui, ça malheureusement, c'est le résultat de la fraude fiscale. Il y a des vies qui sont en jeu. Je vous ai souvent parlé du livre de Pierre Lascoum et Karla Nagels, Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique. Les chercheurs rappellent que ce sont les élites qui instaurent des règles et des lois, mais qui ne se les appliquent pas eux-mêmes. Ils pensent que les lois sont illégitimes quand ça les concerne, que eux méritent finalement de se servir, d'accumuler, parce qu'ils ont un fort sentiment de supériorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Puisqu'ils sont tellement investis sans fin, on leur doit éternellement. Pour les dirigeants, les petites transgressions, les déviances, pour eux, ça fait partie du système. En plus d'avoir du pouvoir, de l'influence sur les règles du jeu, les politiques et les grandes fortunes entretiennent des liens solides, une forte solidarité de classe dont on a souvent parlé à Off Investigation. L'événement déclencheur de l'histoire que nous allons vous raconter remonte peut-être au 27 septembre 2017. Ce jour-là, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron annonce la suppression de l'impôt sur la fortune. Un an plus tard, il alourdit les taxes sur le diesel.
Pour la France d'en bas, il devient le président des riches. C'est le début de la plus grande révolte sociale que la France ait connue depuis mai 68. Alors quand on parle de vol, montrer du doigt le petit délinquant, parler d'assistanat, ça permet de détourner l'attention, en plus de justifier de nouvelles lois et des réformes contre les plus précaires, et d'entretenir des mythes comme celui de la méritocratie ou de l'individu seul responsable de sa situation sociale, etc. Alors qu'une taxe sur les superprofits rapporterait au moins 10 à 20 milliards d'euros par an selon l'Oxfam, pour récupérer une partie de ces milliards, Macron choisira plutôt de faire bosser les vieux encore plus vieux en retardant le départ à la retraite à 64 ans. Tout un symbole. Et puis on nous matraque avec la dette publique, l'idée qu'on vivrait au-dessus de nos moyens. Pourtant, les richesses, on les a créées, elles existent. Le montant de la fraude fiscale est difficile à estimer, mais il serait entre 70 et 100 milliards d'euros par an. Alors il paraît qu'il faut faire des économies, qu'on va être obligé de s'en prendre à la protection sociale, aux chômeurs, aux retraités, aux associations, qu'il n'y a pas d'argent magique et que notre système serait trop généreux. Trop généreux pour vous rendre votre argent. Foutage de gueule un peu quand même. L'argent qui doit être versé dans la caisse et que les plus fortunés ont caché ailleurs, pas déclaré, envoyé dans des paradis fiscaux, etc. Eh ben, il faudrait peut-être aller le chercher cet argent. Faut mener l'enquête. Faut qu'il commence à flipper un peu là. L'évasion fiscale, ça regroupe plusieurs choses, comme la fraude, l'évasion fiscale ou encore l'optimisation fiscale. En fait, cette dernière notion, l'optimisation, c'est aussi du vol, mais parfois par des moyens légaux, en s'arrangeant avec les faiblesses d'une règle, en utilisant des techniques de dissimulation, en magouillant pour ne pas payer tout simplement, et c'est injustifiable. Parce que c'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation. Oui, mais justement, c'est de l'évasion fiscale. L'optimisation, si vous voulez, c'est de l'évasion fiscale. Oui, mais moralement, vous l'acceptez, du détournement vous l'acceptez cette évasion fiscale moralement? Je ne fais pas de morale. Non, mais je fais pas de morale. Ouais, enfin bon, toi et la morale, hein. Bref, vous l'avez compris, on peut pas tellement compter sur le gouvernement pour lutter contre l'évasion fiscale, et c'est pour ça qu'on a absolument besoin du travail des journalistes. Alors, comment s'y prennent-ils pour révéler des secrets aussi opaques, parfois au niveau international? Les Pandora Papers, Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks ou OpenLux, ces investigations lèvent à chaque fois un coin du voile sur des pratiques qui permettent de soustraire des milliers de milliards d'euros au financement des services publics, des hôpitaux, des écoles, de la recherche médicale. Elles livrent un décryptage saisissant des méthodes les plus sophistiquées employées par des fraudeurs qui se sont entourés d'une armée de financiers pleinement intégrés à la planète boursière, de banquiers forts de leurs réseaux mondiaux et d'avocats fiscalistes ayant pignon sur rue. Pour mener ces grandes enquêtes, il faut beaucoup de temps, d'argent, un réseau, l'accès à des informations précises, et pour remédier à ça, il y a un système précieux, les enquêtes collaboratives. Pour déceler la fraude fiscale, pour découvrir qui se sert des paradis fiscaux, qui se trouvent partout dans le monde, il faut des enquêtes à l'échelle internationale, sur le temps long. Laissez-moi vous présenter le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ. C'est une organisation à but non lucratif qui réunit des médias d'investigation dans le monde entier, dont le journal Le Monde, des journalistes de Mediapart, du média Les Jours ou encore du Nouvel Obs. Cette collaboration a permis de révéler certaines des plus grandes affaires de fraude fiscale comme les Paradise Papers, les Mauritius Leaks, les Panama Papers, les Swiss Leaks, les Pandora Papers et bien d'autres. ICIJ ressemble à une grande rédaction virtuelle. Son rôle, élaborer un plan de bataille pour mener à bien des enquêtes de plusieurs mois sans jamais rien imposer aux médias partenaires, mais avec pour principale motivation l'intérêt public et la recherche de vérité. Les enquêtes collaboratives à l'échelle internationale permettent de regrouper toutes les informations de chaque pays, de réunir toutes les pièces du puzzle pour dévoiler des affaires à l'échelle mondiale. C'est un travail de longue haleine réalisé en toute discrétion sur des mois, voire des années. Un sujet dont l'impact est mondial doit être traité de façon mondiale, affirme ICIJ. Et ce journalisme global permet de donner plus de poids et de répercussions aux enquêtes. Comment ces enquêtes de grande ampleur ont-elles pu démarrer? Souvent grâce à ce qu'on appelle des fuites d'informations, des leaks. En principe, ça vient de sources anonymes, de lanceurs d'alerte qui transmettent des documents confidentiels à des journalistes. Évidemment, je ne peux rien vous dire sur la source, parce que nous devons la protéger. Je peux juste vous dire que quelqu'un nous a remis toutes ces données de la manière la plus sécurisée possible. On va prendre un exemple emblématique, l'affaire des Panama Papers. En 2016, c'est un lanceur d'alerte qui a décidé de transmettre des documents de Mossack Fonseca, la firme panaméenne spécialisée dans le montage de sociétés offshore, au journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ce journal a pris contact avec l'ICIJ en 2015 afin de partager le travail titanesque à venir qui représentait 40 ans de documents et d'informations. La plupart du temps, les lanceurs d'alerte sont anonymes
car ceux dont les noms sont connus sont en danger, souvent persécutés. Hervé Falciani est un des lanceurs d'alerte les plus célèbres. Il a donné des informations durant les années 2000 sur l'affaire de la banque suisse HSBC, qui avait de nombreux comptes bancaires non déclarés. Suite à ces révélations, il a longtemps été poursuivi et menacé de mort. Considérez toujours être en danger physiquement, sachant que vos données, a priori, maintenant sont à l'abri, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore des gens qui auront intérêt à vous faire disparaître? Imaginez, les sociétés, elles n'ont pas envie, elles vivaient, elles permettaient ça parce que ça ne se sait pas. C'est très gênant aujourd'hui qu'on sache, que de plus en plus de gens sachent que ça c'est organisé politiquement au plus haut niveau de l'Europe. Une première salve de données confidentielles avait été transmise au fisc français par l'ex-informaticien du groupe Hervé Falciani en 2008, suivie d'une seconde salve révélée par l'enquête SwissLeaks de 2015, elle aussi pilotée par l'ICIJ grâce à un jeu de données obtenu par Le Monde. La DGFiP avait décidé d'agréger ces deux dossiers qui, à eux deux, ont finalement permis à Bercy de récupérer 243 millions d'euros en additionnant impôts et pénalités. Ça, c'est un des grands avantages de ces enquêtes. Elles permettent de rapatrier beaucoup d'argent dans les caisses. C'est grâce à ces informations qu'il est ensuite possible d'aller chercher une partie de ceux qui financent nos dépenses publiques, même si ce processus est très long. Voilà ce que titrait le journal Le Monde en 2023. Évasion fiscale, les Panama Papers et autres leaks ont rapporté 450 millions d'euros à la France. Ça pourrait aller plus vite si on y mettait plus de moyens, si on avait plus de contrôleurs, surtout qu'avec eux, on ne peut pas brandir l'argument de pas de budget pour ces fonctionnaires. Ils rapportent des milliards, et pourtant il y a de moins en moins de contrôleurs fiscaux. C'est un choix politique. Ils rapportent beaucoup d'argent, ces fonctionnaires. C'est un investissement, c'est pas un coût. Les enquêteurs, les enquêtrices spécialisés sur les questions financières, ils rapportent à la nation énormément d'un pognon de dingue, si j'ose l'expression. Ces enquêtes sont donc très précieuses car elles permettent de récupérer une part des sommes dérobées, mais aussi de créer des institutions, comme par exemple le parquet national financier qui n'aurait jamais été mis en place si l'opinion publique n'avait pas eu connaissance d'affaires médiatisées de fraude fiscale. C'est parce que cette affaire a suscité un émoi populaire que le pouvoir politique avait dans l'épée de ses reins cet émoi populaire qu'il a été décidé des choses qui en effet sont des vraies évolutions. La création du parquet national financier, la création de l'OCLIF qui jusque-là était une division d'un point de vue policier, l'OCRGDF existe toujours, et la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que vous connaissez bien comme parlementaire, et également de lois nouvelles de lutte contre notamment la fraude fiscale. C'est une évolution indéniable, mais elle n'était pas prévue dans le programme présidentiel. Enfin, le fait que ces médias affichent ainsi les fraudeurs, ça peut en dissuader certains. Vous le savez, ces gens-là sont très soucieux de leur image, et la peur de se faire coincer, ça peut jouer. Pour ça, il faut les afficher. Fillon, voilà, il est en face de moi. Donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Oui, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Alors souvent, dans les articles des journaux, on met en avant des grands groupes et puis des noms de personnalités. Côté français, on trouve sans surprise, dans différentes affaires de fraude fiscale, les Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, Patrick Balkany, tout ça vous connaissez. Souvent, ce sont des récidivistes et certains jouissent d'une grande impunité. Mais il est vrai qu'ils sont embarrassés par ces révélations. Le piège de livrer des noms, c'est qu'on aurait facilement tendance à se concentrer sur les individus, alors que c'est tout un système qu'il faut analyser. Même s'ils méritent qu'on les affiche, on est bien d'accord. La question qu'on doit se poser, c'est bien celle-ci. Pourquoi ils continuent? Pourquoi on les laisse faire? Voire parfois, on les protège. Ce sentiment d'impunité, c'est ce qui fait qu'on peut être comme Jérôme Cahuzac, un grand fraudeur fiscal, et se permettre de prendre un poste de ministre du budget, comme ça, sans pression. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. On le sait, la loi ne s'applique pas de la même façon pour tout le monde. Et ça, c'est aussi de la responsabilité de nos politiques. Cette commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance financière, je trouvais ça très bien qu'elle s'empare du sujet fiscal. Mais du coup, j'ai creusé un peu, je suis allée voir d'autres auditions, et en fait, elle se concentre surtout sur la criminalité financière liée par exemple au narcotrafic, le grand sujet du ministère de l'Intérieur. On aurait besoin d'actions radicales pour aller chercher l'argent dérobé dans les paradis fiscaux, mais pour ça, il faut le vouloir. Le problème, c'est qu'on a bien compris qu'il était hors de question d'agacer les puissants, même ceux qui sont dans l'illégalité. Nos gouvernements n'ont cessé de faire des cadeaux fiscaux aux grandes fortunes, mais pour elles, ce n'est jamais assez.
Et ça ne les empêche absolument pas de piquer dans la caisse. On continue à donner des aides et des subventions à des entreprises qui ne payent pas leurs impôts, comme Amazon ou ArcelorMittal. Monsieur Mittal, est-ce vrai que le fisc français vous réclame presque 1 milliard d'euros? Non, je suis désolée, on ne peut pas vous parler. Monsieur, est-ce vrai que les Français vous réclament 1 milliard d'euros? Désolée, nous sommes au milieu de notre assemblée générale, c'est à huis clos. ArcelorMittal, qui après avoir joui de 300 millions d'euros d'argent public, n'hésite pas à licencier des centaines de personnes et à fermer des sites, tout en gardant la confiance du gouvernement qui refuse de sanctionner ou de nationaliser. Mediapart a reçu au mois de février un spécialiste des questions fiscales, l'économiste Gabriel Zucman. Il a été à l'origine de la proposition de loi pour instaurer un impôt minimum de 2% pour ceux ayant un patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros. 100 millions! Et ça paye moins d'impôts que tout le reste de la population. La France est un paradis fiscal pour milliardaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, prenez le milliardaire, imaginez que demain ils déménagent tous aux îles Caïmans, eh bien leur facture fiscale baisserait à peine. Et les recettes fiscales de la France ne baisseraient quasiment pas, de l'ordre de 0,03% du PIB. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu? Parce qu'ils structurent leur patrimoine de façon à ce que tous leurs revenus, qui pour l'essentiel sont des dividendes de sociétés qu'ils possèdent, des dividendes LVMH, des dividendes Kering, etc., tous les dividendes qu'ils touchent sont versés à des sociétés holding, qui sont des espèces de sociétés écrans, et à l'abri, dans ces holdings, de l'impôt sur le revenu. Ils ne payent pas le prélèvement forfaitaire unique de 30%. Ces dividendes ne sont pas imposés, zéro. Il faut penser sur le long terme la lutte contre la fraude, contre l'accumulation de richesses. Les affaires ne sont pas isolées, c'est un problème au niveau mondial. Un écosystème alimenté par l'impunité, par le soutien de l'État et par une propagande médiatique féroce. Sauf que tout ça, ça a des conséquences sur nos vies. Comme on l'a vu, le coût est immense, mais aussi sur la démocratie. La fraude, ça se mêle à des arrangements, des silences, de la corruption. Et puis, les gens sont totalement dégoûtés de ce spectacle. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics, pour la sécu, que vous devriez donc travailler plus, gagner moins, vivre avec des services publics de plus en plus dégradés. Et eux, ils pètent un câble si on leur demande des comptes, allant jusqu'à parler de communisme. Non mais, vous n'êtes pas du tout prêts en fait. Non, je crois qu'il faut rester sérieux. Si vous voulez, le communisme, ce serait une taxe à 100% sur tout le patrimoine, donc socialisation complète de la propriété privée. Bon, là, aujourd'hui, on est sur des taux de 0,3, 0,5%. On propose de passer à 2%. On reste quand même très loin, très loin du communisme. Alors évidemment, on devrait aller beaucoup plus loin pour établir une justice sociale. Mais en attendant le grand soir, prendre conscience de la richesse qui nous est volée avec les propres règles de notre société capitaliste, c'est déjà un premier pas pour aller le récupérer. Cet argent, c'est le nôtre. Exiger qu'on nous le rende, c'est le minimum. Pour terminer, je vous propose 2 livres qui sont très accessibles, parce que oui, c'est un sujet qui peut sembler obscur et complexe, mais qui nous concerne tous. Alors d'abord, il y a L'évasion fiscale, toute une histoire, de l'association Attac, avec des bandes dessinées de VAP, qui racontent l'histoire de l'évasion fiscale, qui donne aussi la définition de tous les mots qu'on peut croiser sur le sujet. Ce livre permet de clarifier beaucoup de choses. Aussi, je vous recommande La richesse cachée des nations, enquête sur les paradis fiscaux, de l'économiste Gabriel Zucman. Là, il nous explique comment fonctionne la fraude fiscale et donne des pistes pour lutter contre ces pratiques. Vous pouvez aussi aller voir le film La très grande évasion, réalisé par Yannick Kerjois en 2022. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous a intéressé. Et si c'est le cas et que vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don régulier à Off Investigation. C'est un média indépendant et l'équipe m'a laissé totalement libre des choix de mes émissions durant toute cette année. Ce qui m'a permis de pouvoir traiter de sujets souvent peu abordés, invisibilisés parfois, et ça, c'est grâce à votre soutien. Je remercie aussi Hamza qui est derrière la caméra, Kathleen à la production, Ace Modi qui a fait le montage de En Off toute cette saison, et clairement c'était beaucoup de travail. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette émission. Enfin, un très grand merci à vous et bon été. Thank you.